Recording. C'est parti. Je suis excitée, j'adore les podcasts. Moi aussi, je suis excitée. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Premier enregistrement, premier invité. Je mentirais si je disais que je ne suis pas un peu stressée. Mais on est entre nous pour ce premier épisode. Et avec ce premier invité, on reste à la maison. Salut Claire. Bonjour. Bonjour Florence, je suis contente d'être là. Moi aussi. En plus, on s'est pas vu depuis longtemps. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est un vrai rendez-vous, genre. Ouais, de ouf. Donc cet épisode, il est symbolique parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille ensemble, déjà. Waouh, je suis choquée. J'ai l'impression que pendant longtemps, on a dit « Ah, ça fait à peine un an. » Et puis là, genre, ça fait plus de 2 ans. Ah bon? What the fuck? Mais oui. En fait, je suis arrivée, c'est 2022. C'est ouais, choquant. c'est juste après mon mariage, ouais. C'est ouf, ça passe trop vite le À temps. fond. En 2025. Et donc oui, c'est symbolique parce que je me souviens que dès les premiers jours, quand je suis arrivée chez Atelier Milky, un des premiers trucs que tu m'as dit, c'est que tu voulais avoir mes idées avant que je sois vraiment la tête dans les projets et la tête dans le guidon, comme on dit. Je venais d'arriver, donc tout était nouveau pour moi et c'est vrai que j'avais potentiellement des idées plus fraîches que le reste de l'équipe puisque je débarquais. Et je me souviens que mes premiers mots sont vraiment « il faut faire un podcast ». Et t'étais pas chaude. T'étais pas chaude, je sentais que j'allais devoir amener des arguments. Ah ouais. Tu m'avais dit oui sur le ton de l'humour, oui, on verra. Pourquoi un podcast Et finalement, on y est. Carrément. 2 ans plus tard. Je t'ai fait confiance. Oui, j'allais dire, j'ai pas dû tellement argumenter. J'ai l'impression que l'idée a fait son petit bout de chemin dans ta tête. Et finalement... En fait, je pense aussi que c'était vraiment pas le tout début du podcast, parce que clairement, des podcasts, il y en a depuis des dizaines d'années. Mais on était tellement peut-être sous l'eau à ce moment-là, à déjà galérer à développer le compte Instagram d'Atelier Milky, à développer, je sais plus ce qu'on faisait, on faisait quand même le TikTok déjà aussi à ce moment-là, je pense, que je me disais, on peut pas encore rajouter un truc. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu refroidie en mode, on va d'abord faire l'Instagram et TikTok correctement, et puis on verra pour le podcast. Et c'est un peu ce qui s'est passé au niveau du process finalement. Oui, t'as exactement. Cartonné sur Instagram et sur TikTok, puis là je t'ai dit, go for it. Et moi je suis devenue aussi entre-temps méga consommatrice de podcast. Je pense que ça a changé aussi la donne, en effet. Donc voilà, c'était une intro un peu longue, mais comme ça donne aussi un peu de contexte à ce projet. Alors on va passer dans le vif du sujet. Une tradition que j'aimerais instaurer dans le podcast, c'est que l'invité se présente par lui-même, mais de manière un peu différente. J'aimerais te proposer que tu nous lises ta bio Instagram. Parce que je trouve que... Est-ce qu'elle est à jour? C'est un test en fait. J'espère, c'est un test en direct. Contrôle surprise. À fond? Je trouve que la bio Instagram aujourd'hui, c'est un peu comme une carte d'identité auquel les gens donnent beaucoup d'importance. Je me dis que ça peut ça peut donner l'occasion aux gens d'apprendre à te connaître. Carrément. Et donc voilà, je te laisse nous la lire, nous donner un petit mot d'explication sur chaque élément. Alors, mon compte c'est Milky With Blue Eyes, un nom d'un autre temps, un pseudonyme, mais que j'ai décidé de garder déjà depuis toujours. Je pense que là, je vais juste changer mon TikTok en Claire Marnette. Ok. C'est ma décision, là, des vacances. Mais Milky's Blue Eyes, c'est un peu le nom qui me colle à la peau et les gens m'appellent Milky. Oui. Donc déjà, en fait, rien que le nom de mon compte, il m'identifie de ouf. Complètement. Parce que pour les gens, je suis Milky. Je suis pas Claire. Je suis pas Claire Marnette. Je suis pas Claire Marnette Allegretti. Je suis Milky, quoi. Et tout le monde m'appelle comme ça. Et au final, c'est un surnom qui est un peu mignon et tout. Donc je m'appelle Milky dans mon monde digital, on va dire. Ensuite, dans ma bio, il a quand même mis mon nom, vrai nom, Claire Marnette Allegretti, depuis que je suis mariée. Ensuite, il n'y a pas vraiment de texte dans ma bio. C'est plutôt des mots-clés. J'ai mode et lifestyle, parce que le contenu que je poste, du coup, sur mon compte Milky's Blue Eyes, c'est principalement du contenu orienté sur la mode et sur mon mode de vie, quoi. Mais ça inclut aussi un peu mon côté, entrepreneur, chef d'entreprise, parce que je montre quand même le quotidien du bureau et tout en stories. Donc, lifestyle, c'est hyper large, en fait. C'est vraiment le mot qui regroupe, c'est ma vie. En fait. Bruxelles et Paris. J'ai pas mis les pieds à Paris depuis 6 mois, MDR. J'ai plus suivi en France qu'en Belgique. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps entre Bruxelles et Paris pendant des années, sans avoir d'appart à Paris, mais vraiment, j'allais toutes les 2 semaines à Paris avant. Maintenant, beaucoup moins, parce que je suis sur d'autres projets en Belgique, l'agence, la maison et tout. Donc, je reste beaucoup plus sur Bruxelles, mais objectif, retrouver un équilibre et aller plus souvent à Paris aussi. Mais donc, Bruxelles-Paris. C'est aussi pour les marques qui me contactent, en fait, pour pas qu'elles s'arrêtent au fait que je suis belge, basée à Bruxelles. Parce qu'en fait, si on s'arrête à
à ça, elle loupe une opportunité d'avoir une super audience qui me suit aussi en France, quoi. Et moi aussi, au niveau de mon contenu, j'essaie de faire attention à pas être trop en mode Bruxelles pour quand même intéresser aussi les Français. Ensuite, il y a mes activités, mes différentes activités. Atelier Milky, of course, bien évidemment, avec une petite palette de peinture comme emoji. Il y a des petits emojis devant chaque mot-clé, la petite palette de peinture pour la créativité, qui est vraiment ce qui caractérise l'agence. Ensuite, on a le creativestudio.milky, qui est un projet qui a brûlé, puis qui renaît un peu de ses cendres, là, depuis quelques mois. Donc, en fait, c'est le bureau. C'est le compte du bureau et c'est le compte sur lequel on partage ce qui se passe au niveau créatif, mais vraiment production de contenu dans le bureau, parce que nos bureaux sont aussi accessibles à tous si vous voulez venir faire des photos, du contenu, etc. chez nous. Puis Maison Auriel, voilà, ça c'est mon gros projet, on va dire, de ma vie. La maison qu'on a achetée il y a 2 ans avec mon mari et qu'on essaye de rénover tant bien que mal. Ça fait vraiment 1 an et demi qu'on est à fond dans la réno. On partage du coup la réno sur ce compte-là. Donc mes différentes activités, pro, mais aussi activités perso du coup, parce que tout ce qui est réno et tout, c'est vraiment mon côté perso. Et puis il y a un petit bloc-notes emoji avec écrit plus on my blog, parce que je suis toujours une blogueuse. J'écris toujours sur mon blog, même s'il y a de moins en moins de monde qui va lire les blogs, clairement. Moi, c'est quelque chose que j'ai gardé, que j'aime. Pas parce que ça fonctionne moins bien que je vais le retirer de mes activités. Clairement, on rédige un peu moins d'articles qu'on pouvait le faire il y a 4-5 ans, mais ça reste quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dans mon audience la plus fidèle, ils continuent vraiment à aller voir le blog avant de me poser des questions et tout, donc c'est vraiment aussi pour mon audience fidèle. Trop bien. Voilà. C'était très complet. Il manque peut-être juste un élément, mais je pense qu'il est tellement évident pour toi comme pour moi, mais donc tu es créatrice de contenu. Oui, effectivement. On aura l'occasion d'en parler à travers les petites questions qui vont suivre. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils seront expliqués en description de l'épisode. Ok, c'est parti. Je suis prête, Florence. Il y a 15 ans, tu élevais des chevaux sur un forum sur Internet. Aujourd'hui, tu es directrice artistique à la tête de ta propre agence digitale avec une équipe de 8 personnes. Entre les deux, il y a eu un diplôme en droit. Il s'est passé quoi pendant 15 ans ? Tellement de choses. C'est quoi cette histoire de chevaux déjà ? Par où commencer ? Je pense qu'il faut remonter encore plus loin que 15 ans. J'ai reçu mon premier ordinateur pour mes 12 ans. Mon père m'avait offert un gros Dell, tu vois, avec la tour et tout. Et je me rappellerai tout. Franchement, ça m'a vraiment marqué. Je me rappelle pas souvent des choses, comme tu sais. J'oublie beaucoup de choses dans ma vie. Mais je me rappelle vraiment, j'étais chez ma nounou le mercredi après-midi. Et l'ordinateur avait été livré chez ma nounou. Donc j'avais la tout grosse tour Dell qui était dans le salon de la nounou. Et j'avais juste qu'une hâte et que mes parents sortent du travail pour que je puisse installer mon ordi à la maison, quoi. Mais j'avais vraiment 12 ans, donc à l'époque, je pense que mon père, je sais pas ce qu'il a foutu pour se dire, je vais offrir un ordinateur à ma fille de 12 ans, parce que limite, il y avait à peine Internet. C'est à destiner, hein. Ouais, complètement. Mais donc, j'ai reçu mon ordinateur, parce qu'on regardait pas trop la télé à la maison. Pour un peu contextualiser, c'était vraiment genre, on regardait Desperate Housewives le dimanche avec les parents, mais sinon, s'il y avait pas de télé, c'était ordinateur. On avait instauré à la maison, on ne regarde pas la télé, mais on joue à l'ordinateur tout le temps. Donc, on jouait à des jeux et tout. Moi, j'ai commencé à explorer Internet et à jouer à des jeux en ligne, en fait. Et j'étais fan de chevaux et mes parents m'interdisaient de faire du cheval pour une raison de sécurité, parce que mes parents étaient très sur la sécurité. Donc, j'ai élevé mes chevaux virtuels, mais pas n'importe comment. J'étais vraiment genre 2e sur le site. Je dessinais des chevaux, du coup, sur Photofiltre. Je faisais du graphisme pour dessiner des chevaux et en fait, tu pouvais importer tes dessins pour que tes chevaux, ils ressemblent à ton dessin. Mais j'étais investie de ouf. J'étais 2e sur le site. Mais alors, c'était écrit depuis longtemps, tout ça. Ah ouais, mais je pense que... Je sais pas, j'ai toujours été un enfant curieux et... Enfin, je sais pas si la suite était vraiment écrite, parce que j'aurais jamais imaginé, quand je dessinais mes chevaux sur mon ordinateur pour les élever, que j'aurais une agence digitale après, tu vois. Je sais pas si c'était écrit, mais en tout cas, je développais des compétences sans le savoir. Pour plus tard. Pour plus tard. On était dans une époque où il n'y avait pas d'influenceurs, les gens vivaient pas de ce qu'ils faisaient sur Internet. Je suis sûre que même le mec qui avait créé le site d'élevage de chevaux, il gagnait pas d'argent, c'est sûr. C'est sûr. Donc ça a commencé comme ça. Et du coup, tu te diriges vers des études de droit, alors que tu as déjà un attrait très fort pour tout ce qui est IT, on va dire ça comme ça, de manière globale. Ouais, complètement. En fait,
Je vivais dans un milieu social où il y avait principalement des médecins, des juges, et du coup des gens qui avaient fait des études universitaires. Parce que ta maman était juge. Ma maman était juge, mon père était médecin. Donc les gens que je connaissais avaient fait des études universitaires classiques, on va dire. Donc clairement, dans la logique des choses, ce n'était pas envisageable de faire autre chose. Et également, en fait, mes copines faisaient aussi Ce genre d'études. tout ce genre d'études. Pour revenir aussi un petit peu en arrière, je faisais pas que élever des chevaux, j'avais aussi créé des forums de discussion. Après les chevaux, je m'en suis un petit peu lassée quand j'ai grandi, tellement 12, 13, 14 ans, 15 ans. Vers 15 ans, j'avais créé, je crois, mes premiers forums. Et j'avais un forum qui s'appelait 21 Century, où en fait, c'était que des petites nanas de 15 ans qui parlaient de leurs règles, de leurs problèmes et tout, mais il y avait 4000 membres. Mais c'était vraiment les prémices de l'influence, finalement. Carrément, mais vraiment, on parlait des influenceurs aux États-Unis, des blogueuses, parce qu'on parlait pas d'influenceurs, on parlait des blogueuses, on analysait leur look et tout, on essayait de voir comment est-ce qu'on pouvait trouver, parce qu'on n'achetait même pas en ligne. Et là, oui, du coup, du côté de Namur, mais moi j'habitais là et tout, où est-ce qu'on peut trouver? On était 4000 sur ce site, et en fait, le site il a planté parce qu'on était 2 à le gérer et l'autre a supprimé le site. Mais donc voilà, j'avais créé ce forum, j'avais créé un forum sur la mode qui s'appelait Vogue, original, zéro. Mais ces forums, il fallait les animer, les modérer, les administrer, vraiment les gérer, faire le graphisme, je faisais tout ce qui était design du forum, la structure. Donc en fait, effectivement, je construisais des choses que j'allais utiliser plus tard. Et je développais aussi une créativité digitale parce que je jouais avec le format de forum actif à l'époque. Il y avait moyen de, je sais pas, de monétiser, d'avoir de l'argent virtuel et tout. Donc plus tu postais, plus tu avais d'argent, plus tu pouvais acheter des vêtements parce que les catégories c'était des vêtements. Tu pouvais avoir accès aux chaussures, aux talons, etc. Mais seulement en ayant déjà posté dans d'autres pour y avoir accès. Enfin, c'était un truc de ouf. C'est fou parce que quand on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui, tout ça, ta vie aujourd'hui, c'est tellement évident. Oui, c'est vraiment tellement évident. Il y a eu d'autres choses entre-temps. Ouais, tu sais, l'adolescence où tu dois choisir, en fait, où on te dit à 18 ans, alors que t'es justement en train de faire tout ça. Mais en parallèle, je faisais du sport, t'as tes copines, t'as tes premiers amoureux, tu découvres d'autres villes, parce qu'au début, t'es fort dans ta ville, et après, on te dit à 18 ans, vas-y, choisis. Choisis une unif. En fait, moi, je savais pas choisir. Oui. Donc, j'ai juste suivi mes copines à Namur en faisant le droit. On était 10, c'était la facilité en fait. Mon ex était aussi en droit. J'ai choisi vraiment la facilité. Pourtant, j'avais été voir Solvay pour faire la business school ici à Bruxelles avec 2 copains. Okay. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur de me dire je pars à Bruxelles toute seule en côte. Je sais pas si ça aurait changé ma vie de le faire. Mais tu te poses pas ce genre de questions parfois en mode si j'avais pas pris cette décision, comment serait ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait mieux, moins bien? À mon avis, t'aurais pas la vie que t'as aujourd'hui, et je pense que justement, t'as été vers le droit, t'as quand même trouvé un moyen de revenir à tes premiers amours et à ce qui te passionne, donc c'est que vraiment c'était fait pour toi, formation ou pas sur le digital. En fait, je me suis jamais arrêtée. C'est-à-dire que j'ai fait le premier trimestre de droit, j'ai super bien réussi, et en fait, ça m'a fait chier. Après avoir étudié, j'avais des bons points, des points corrects, des 16, des 15 et tout. J'étais là, pourquoi avoir 15 en droit administratif? On s'en fout. Par contre, créer un blog. Il y a Instagram venait d'arriver. Et pendant le blocus, j'avais un peu découvert. J'avais créé le compte et tout. J'étais là, je postais des photos de moi en train d'étudier et tout. C'était vachement plus cool que d'étudier. Donc, j'ai continué. Et j'avais déjà un blog, en fait. Du coup, la vraie chronologie, c'est d'abord, j'ai créé mon blog en mode, on parlait sur le forum de mode des blogueuses. Puis je me suis dit, vas-y, je fais un blog aussi. Et après, au deuxième blocus de juin, là, j'ai créé Instagram. Et là, je me suis plantée. Je me suis plantée à mes examens. Parce que j'ai passé trop de temps sur Instagram. Donc, la meuf qui avait tout bien réussi à Noël, bien partie, elle s'est plantée. Et puis après, voilà, c'était cercle vicieux. Je me suis plantée à chaque session, mais en parallèle, je développais de ouf le blog et Instagram. Tu construisais ton avenir, finalement. Je construisais mon avenir, c'est ça. Mais en vrai, je regrette pas du tout d'avoir fait le droit. Je pense que ça m'a permis vraiment de garder les pieds sur terre, en ayant été là aux prémices de l'arrivée de l'influence, du développement du marketing digital et tout. J'aurais pu perdre pied et partir un peu en sucette, en mode égo surdimensionné, parce que j'ai directement eu, je sais pas, 50 000 abonnés, mais à l'époque, sur Instagram, c'était énorme d'avoir 50 000 abonnés. Non. J'aurais pu péter un câble, vraiment. Pourtant, j'avais à chaque fois ce truc des études, et aussi, j'avoue, mes parents qui m'ont beaucoup suivi, donc je pense que ça m'ennuyait beaucoup à l'époque. Je pense que maintenant, c'est plus un cadeau qu'autre chose, pour me dire, on te laisse t'amuser sur Instagram, mais par contre, on te veut juste une chose, c'est que tu finisses tes études. Clairement, je voyais pas ça comme un avis constructif ou une obligation intéressante, tu vois. Et à quel moment ils ont compris l'ampleur que ça pouvait prendre? Je pense que c'est quand j'ai dit, on m'a proposé de l'argent, qu'ils ont dit, mais de l'argent pour faire quoi? Pas de l'argent pour parler sur les réseaux sociaux. Et là, quand j'ai demandé du coup des conseils à mon père pour créer ce qui allait devenir la société dans laquelle tu travailles aujourd'hui, et je pense que là, ils se sont dit, mais what the fuck? C'est notre quoi fille, ce bazar? ça fait 10 ans qu'elle glande qu'elle
cinglante. Oui, Qu'elle pour eux, joue, c'était sur ça. son, qu'elle Ouais. joue sur son ordinateur, c'est vraiment ce qu'on disait. Tu joues sur ton ordinateur. Et en fait, là, il y a L'Oréal qui lui a proposé de l'argent. Mais c'était rien, c'était genre 300 €, je crois, pour Mais parler pour de shampoing. l'époque, c'était Pour déjà l'époque, bien. mais genre pour une étudiante, 300 €. C'est énorme. C'était un mois d'argent de poche pour d'argent manger poche. et Mhm. payer mon loyer, limite. Donc j'avais 450 € par mois. Et toi, à ce moment-là aussi, tu prends la mesure du truc et tu te dis, ok, je peux creuser, là il y a quelque chose. Ouais, carrément là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et en fait, ça a concordé. Comme je disais, je me plante un petit peu à chaque session. Et je me suis carrément plantée en 3e. Et en fait, j'ai doublé. C'était l'année de Marcourt, tu vois, Ok. où ils ont mis le Oui. décret là. Paysage. Où du coup, c'était la merde pour les étudiants, Mhm. vraiment. Et en fait, moi, j'ai doublé. J'avais quasiment pas cours. J'avais 8 heures de cours par semaine. Parce qu'à cause du décret paysage, j'avais pas réussi à anticiper entre les masters parce qu'il n'y avait pas de master droit à Namur. Donc, c'était une autre Ah oui. unif. Et ils avaient pas encore d'accord entre eux pour voir comment ils faisaient pour ces étudiants solitaires qui se retrouvaient avec, du coup, pas beaucoup de crédit. Et donc, j'avais 8 heures de cours par semaine. Et donc, plein de temps Pour Instagram. pour Instagram. Et là, j'ai commencé à aller à Bruxelles, à aller voir les agences de presse, j'ai rencontré des influenceuses. En même temps, Instagram explosait, donc je parlais avec des meufs en France. Puis après, ça a fait juste effet boule de neige. Je me rappelle vraiment genre, du début. Et je me rappelle, j'étais déjà en contact avec Diane Perrault et Lisa Germano notamment. Ah, c'est fou. Directement. On est vraiment genre de la même période. On se parlait, on se faisait même des concours ensemble, je pense. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des audiences un peu similaires et peut-être pour ça aussi que je suis fort suivie en France. Et en fait, après, ça a fait boule de neige Ça et s'est puis plus arrêté. ça s'est plus arrêté. J'ai persisté, j'ai fait mon master quand même. Mais mon master, à la base, je l'ai fait pour une seule raison. En ayant reçu mon bac 3, je traînais toujours un cours de bac. Je pouvais pas avoir mon diplôme, il me restait juste un cours en fait. Et donc, je me suis dit, c'est quand même trop con. Je sais que si j'ai une année où j'ai qu'un cours, je vais jamais réussir. Donc, je vais faire mon master. Et en fait, j'ai réussi mon master comme ça, pour une raison que j'ignore. Mais j'ai raté encore ce C'est cours pas de bac. vrai. Et donc, j'ai fait mon master 1, sauf que je pouvais pas réussir mon master sans avoir mon diplôme de bac. Mhm. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, j'ai fait mon master 1, j'ai fait mon master 2. Donc, j'ai refait mon master 2 et j'ai fini par réussir Ton dernier mon cours. dernier cours. Donc, j'ai mon diplôme de droit. Mais, par contre, ce qui était trop bien, c'est que du coup, vu que ma 2e, 3e m'a permis de vraiment développer Instagram. Quand je suis arrivée à Bruxelles pour mon master, justement, pour juste poursuivre un mec, bah en fait, là, j'ai commencé à me développer personnellement, à rencontrer beaucoup de gens, à prendre confiance en moi et tout. C'est là aussi que j'ai pu prendre la mesure et vraiment développer mon activité, quoi. Ouais. Et un jour, tu te dis, c'est pas assez, je vais ouvrir une agence. Bah, le Covid, comme tout le monde. Non, en fait, la chronologie, elle est un peu spéciale parce que du coup, j'ai quand même doublé aussi mon master 2 parce que j'ai pas rendu mon mémoire. Parce que j'allais pas en cours. En fait, c'était pas du tout adapté, l'UNIF, pour les gens qui travaillaient. Oui, parce que en fait, t'as 2 vies en parallèle à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai vraiment 2 vies. Je travaille à temps plein pour Instagram. J'avais déjà une étudiante assistante et tout, donc j'étais vraiment à temps plein. Et en même temps, je devais réussir mon master, quoi. Et tout ce qui était TP, en fait, il y avait plein d'aides pour les gens qui créaient leur boîte, mais pas pour les boîtes développées. Et donc, genre les TP, ben, tu partais avec moins 2 sur 20 ou moins 4 sur 20, d'office avec un 16 sur 20 parce que je n'allais pas au TP, parce que je ne savais pas, j'étais en voyage, j'étais en déplacement professionnel et tout. Et j'arrivais même pas à avoir des accords avec tous les profs pour avoir au moins la moitié des points si je rendais le devoir. Et je savais pas physiquement être présente, je n'ai pas mis les pieds en cours de tout mon master 2. Jamais. Je ne sais pas qui sont les profs, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, je ne sais pas qui sont les élèves. Je n'ai jamais été en cours, vraiment. Mais du coup, c'était pas du tout adapté. Donc, mon master, en fait, mon mémoire, je suis arrivée, ma promotrice, elle m'a dit, mais Claire, tu es qui? J'étais là, je sais, c'est ma faute. Donc, j'ai doublé avec juste mon mémoire et un cours de droit fiscal. Et encore le cours de bac 2, je pense qu'il traînait toujours quelque part. C'est sûr. Et en fait, j'ai fini par avoir mon diplôme en 2019. Mais fatalement, finalement, ma vie, elle était très bien comme ça. J'avais mon temps plein de créatrice de contenu. Créatrice de contenu. J'avais mes études en parallèle qui m'ont toujours permis de garder un pied sur terre et un petit côté intellectuel. Enfin, c'était quand même intéressant, surtout que le master, tu pouvais choisir tes options. Donc, j'avais pris de la compta, de la gestion, du droit commercial. J'étais en droit économique et bancaire, donc directement, en fait, le master, il était vachement plus intéressant aussi. C'est pour ça que ça a mieux été aussi que le bac, que le reste, parce que j'arrivais à lier les cours avec ce que je faisais dans la vie. Avec ton activité, ouais. Alors, j'avais demandé de faire un mémoire sur la publicité sur les réseaux sociaux. Ça m'avait été refusé à l'époque, en disant que le sujet n'était pas intéressant. Mais ça aurait été tellement intéressant. Oui. Je voulais trop faire ça. Et en fait, il y avait pas, c'était trop nouveau encore à l'époque pour qu'on fasse un mémoire là-dessus. Mais je regrette trop. Enfin, là, j'aurais réussi mon mémoire si j'avais fait sur ce secteur-là. Au final, j'ai fait sur le profilage au secteur bancaire, que le croisement de 2 lois, de MiFID 1, MiFID 2, c'était l'enfer. J'ai détesté.
fait mon mémoire, c'était vraiment horrible à faire. Quand on dit que t'avais 2 vies différentes, c'était 2 vies différentes, quoi. Ah oui, clairement, rien à voir. Mais donc ce diplôme, je finis par l'avoir en 2019. Et en fait, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que je me retrouve avec un gros trou dans ma vie. Parce que mes études sont finies et qu'en fait, le temps que j'avais pour mes études, il est pas rempli. Et j'allais pas faire encore plus de création de contenu. J'étais déjà hyper développée et tout. Déjà full. C'était déjà bien. Et en fait, il me manquait ce côté terre à terre qui me ramenait un peu les pieds sur terre. Parce qu'il faut le dire, l'influence, c'est super et tout, mais t'es dans un monde parallèle. T'es dans un monde parallèle, tu le vois au quotidien aussi. Même en travaillant pour l'agence, tu vois ma vie d'influenceuse. Il faut le dire, c'est un monde parallèle, ce n'est pas la vraie vie des gens. Pas la vraie vie, non. Voilà. Et moi, j'aime bien avoir ce côté où je reste dans la vraie vie parce que à la base, je suis juste une meuf qui veut rentrer aussi à 18h le soir avec son mec, manger devant la télé et regarder un film et je m'en fous d'être dans une soirée mondaine. J'aime bien, mais pas tout le temps en fait. Et donc, j'avais besoin de retrouver ça. Et puis, il y a eu le confinement. Et en fait, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, fatalement. J'avais déjà pas mal de marques aussi, parce que du coup, dans mon activité de créatrice de contenu, ce qui me distingue, c'est toujours été la création de contenu. Vraiment aller plus loin que juste influencer les gens en leur disant « cette crème est super, achetez-la ». Vraiment amener du storytelling autour des produits, que ce soit visuel ou raconté, et vraiment aller plus loin. En fait, j'ai toujours eu un peu un syndrome de l'imposteur. À partir du moment où les budgets ils ont commencé à exploser pour les productions de contenu, j'étais là, si une marque me paye autant, je peux pas tout mettre dans ma poche. Faut que ça aille dans plusieurs poches. Ah oui. Sinon, je me sens mal, tu vois. Donc, j'ai directement investi dans photographe, vidéaste, make-up artiste. Et en fait, c'était tellement plus chouette aussi parce que c'est hyper solitaire le métier d'influenceur. Tu te mets derrière ta caméra et tu crées du contenu tout seul, puis tu le partages à des gens, certes hyper nombreux, mais que tu ne vois pas. Et donc, j'ai vite créé cet aspect un peu équipe, travail en équipe, vraiment dispatcher cette enveloppe un peu à tout le monde juste pour me rassurer sur le fait que les budgets de l'influence, ils sont tellement irréels. Je me dis, tu gardes pas les pieds sur terre, que c'était un peu plus justifié, quoi. Fatalement, j'avais déjà des marques qui me contactaient aussi pour avoir beaucoup de conseils. Du coup, comment développer ma marque sur les réseaux, comment créer du contenu comme tu fais. C'était beaucoup de la photo à l'époque, on parlait pas encore vraiment de vidéo. Donc moi, je faisais beaucoup des photomontages sur Photoshop qui cartonnaient. Et donc, j'avais beaucoup de demandes de conseils. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Et avoir cet aspect, puisque certes, j'aidais déjà un peu les gens au travers de la création de contenu, en essayant d'amener du fond, en essayant d'amener des conseils, etc., en plus de juste acheter cette robe, elle est jolie. Le faire pour des marques et me dire que potentiellement, mes conseils pouvaient aider des gens à développer leur business. Il y avait un côté aussi partage de valeurs que j'aimais trop. Donc j'ai développé l'agence, mais j'aimais pas les agences telles qu'elles existaient. Agence de communication, j'étais là, j'ai un bac, j'ai un master en 3. Qu'est-ce que je vais aller créer une agence de communication? Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, vraiment de ouf. Agence marketing digital, mais j'ai pas fait de marketing, moi. Je suis qui pour créer ça? Clara Simon, du coup, travaillait déjà avec moi comme assistante pour Milky. Elle était aussi encore étudiante. Et elle avait fait la communication. Je me suis dit, un bon élément. Un peu moins syndrome de l'imposteur à partir du moment où moi j'ai fait le droit, elle a fait la communication. Et en fait, du coup, il y a moyen de faire quelque chose en combinant tout ça. Et puis, en fait, j'ai quand même peut-être presque déjà 10 ans d'expertise à l'époque. Oui, je pense. Déjà 10 ans d'expérience sur les réseaux. J'avais créé une communauté de 200 000 personnes. Donc, je me suis dit, vas-y, on va créer une agence hybride. Je vais prendre ce que j'aime, puis aussi faire ce que j'aime. Ouais. Je pense que c'est le propre de notre génération. Je voulais pas créer une agence pour faire comme les autres. Je voulais créer mon agence à moi, celle que j'aime. Sur mesure, avec les projets que je veux. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer pendant le confinement. J'ai commencé un petit peu à parler avec Clara et tout. On a commencé à prendre des premiers projets. Et après, on a mis vraiment 1 an à construire Atelier Milky. Qu'est-ce que ça allait être? Voilà où j'en suis, comment je suis arrivée là. Mais il s'est passé tellement de choses. Ce qui m'a caractérisée aussi, c'est genre d'être curieuse tout le temps. Je suis un peu YOLO, j'avoue, dans ma vie. Je suis pas très stressée, je suis pas très angoissée. Peut-être que j'ai un cadre de vie qui me permet de l'être aussi. Je suis quand même assez confortable dans ma vie, je pense. Oui. Mais je me suis mise dans des situations inconfortables aussi de ouf. Enfin, j'ai osé quitter tout, changer de ville. J'ai osé quitter mon ex à l'époque pour finir toute seule dans un appartement sans meubles. Je pense que j'ai été toujours un peu fonceuse et en me disant... Si mon cœur me dit d'aller là-bas, j'y vais. Il y aura des conséquences. Je vais peut-être être dans une situation inconfortable pendant X temps, mais ce sera pour un mieux après. Et je pense que c'est ça qui a un peu guidé toute ma vie. C'est vrai que c'est un truc aussi que j'ai appris de toi. Parce que c'est vrai que moi aussi, je peux être très stressée, mais stressée à l'avance. Tu vois, pour des choses qui vont... Anticiper trop. Ouais, trop anticiper. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai appris de toi et que je continue de travailler, entre guillemets. Parce que j'en ai déjà parlé avec toi et tu me disais toujours, à chaque jour suffit sa peine. On va faire aujourd'hui.
demain, c'est demain. Carrément. On s'en préoccupera demain. Carrément. Et en fait, depuis que je vois les choses comme ça, je me porte beaucoup mieux. Ben voilà, comme quoi, je donne pas que des conseils bêtes. Après, je veux dire, il y a des décisions qui sont parfois mauvaises, qui sont mal prises, il y a des conséquences, mais rien n'empêche de rectifier le tir le lendemain, quoi. Exactement. Je pense que stresser et vouloir tout... En plus, quand tu anticipes trop, tu anticipes sur des choses souvent sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Exactement. Donc tu vas attendre des choses qui vont potentiellement pas arriver. Si elles n'arrivent pas, tu t'es déçu. Et en fait, du coup, t'es perpétuellement insatisfait. Alors que si t'attends rien, tu prends juste la décision, tu verras YOLO ce qui se passe, bah, tu peux être que content. Mais je vois ça aussi avec la grossesse. Les gens, ils sont là, c'est quoi ton projet de naissance? Tu vas allaiter? Tu vas faire quoi? Je suis là, YOLO! Je prends toutes les possibilités, je prends les renseignements sur tout. Oui, allaiter, donner les biberons, pas allaiter, enfin bref, tout. Tirer son lait et tout. Et après, au moment même, on verra ce que bébé a envie de faire, on verra ce que j'ai envie de faire. Exactement. Mais pas de stress, j'ai pas envie de me dire, je vais allaiter pendant 6 mois. Et après, en fait, ça ma montée de lait, elle arrive. Enfin, vas-y, ça a brillé sur la montée de lait. De deux. Non, mais c'est un bon exemple parce que vraiment, j'ai plein de gens qui et je vois que eux, ça les a stressés, qui se sont posés plein de questions et tout. Mais en fait, prenez juste les infos et vous verrez en moment même, c'est des choses que vous pouvez pas contrôler. Ton corps, tu peux pas contrôler ce qui va se passer. Tu vas avoir un mauvais accouchement, et du coup, tu auras peut-être pas accès à ton bébé directement. Et en fait, c'est toutes des choses, tu sais pas contrôler. Et ça vaut pour plein d'aspects de ta vie. Voilà. Donc ça sert à rien de stresser à l'avance. Complètement. Et juste on verra, quoi. On verra, ouais. Après, un petit peu de stress, ça aide aussi à amener un peu de peps dans sa vie, mais voilà, pas trop. En fait, c'est pas anticiper. Essayer de réfléchir, de voir les possibilités pour prendre quand même des décisions qui sont pas non plus irréfléchies. Hein. On n'est pas en train de dire aux gens quitte ton job sans rien avoir derrière. Réfléchis, tu vois. Déjà te dire je suis passionnée par autre chose. Enfin, il y a quand même des réflexions à avoir, mais pas anticiper trop. Quoi. Voilà. Ce sera le mot de la fin de cette giga première question. Bah ouais, tu vas voir, je vais parler pendant 2 heures. Hein. Bonne chance. T'as déjà en partie répondu à ce qui suit. Comme on l'a dit, donc t'as suivi un cursus universitaire très théorique. Et aujourd'hui, ce qui te caractérise, comme tu le disais, c'est vraiment ta créativité. À quel moment tu déverrouilles cette créativité et à quel moment tu comprends que tu peux en faire ton métier? Waouh, sacrée question. Je pense que j'ai toujours été créative. En fait, il y a plusieurs formes de créativité. Il y a la créativité, on va dire visuelle, quelque chose qui est joli, qui est un peu what the fuck, etc., qui sort des sentiers battus, d'un point de vue photographique, d'un point de vue artistique. Mais t'as aussi la créativité dans la vie, dans la manière dont tu vas aborder tes problèmes. Et je pense que ça revient aussi à ce qu'on disait, au fait de pas trop anticiper, avoir son esprit qui est toujours ouvert à tout le temps. Et quand tu vois un problème devant toi aussi, te dire ah non, il y a le carcan dans lequel la société veut que j'aille, dans lequel mes amis veulent que j'aille, dans lequel je vois le chemin là tout étroit. Mais moi, ce chemin, il est étroit, mais il a 1000 portes, tu vois. Et ces portes, elles sont toutes ouvertes. Et donc, en fait, au lieu d'aborder le problème peut-être comme tout le monde l'aurait fait, je vais réfléchir aussi à comment est-ce que je pourrais aborder ce problème autrement, aussi pour me simplifier la vie. Ouais. J'adore la vie simple. Et donc, fatalement, en cherchant toujours à se simplifier la vie, à s'amuser, etc., tu développes des mécanismes qui font que tu es créatif. Au lieu de te dire, je vais sur Google, Jackie, il a résolu le problème comme ça, je vais faire la même chose. Non, je vais aller voir ce que Jackie a fait, ce que Michel a fait, ce que Jocelyne a fait, et du coup, je vais prendre toutes leurs solutions, et prendre plein d'éléments, et me dire, ok, maintenant, moi, je peux essayer de faire comme ça. En plus, avec mon expérience, mon background et tout. Donc, il y a aussi la créativité vraiment dans la gestion aussi de l'entreprise, etc., quoi. Je pense que ça a toujours été en moi, comme tu le disais, avec les chevaux. Je dessinais, j'étais pas spécialement douée. Mais à nouveau, j'osais. Je faisais des concours de dessin alors que je ne savais vraiment pas dessiner. Mes parents ne se sont jamais dit on va l'inscrire dans une école artistique. Hein. Ouais. Pourtant, je pense aussi, milieu social doit jouer aussi, ils m'ont laissé faire. Clairement. Ils m'ont laissé m'amuser créativement, parlant, même si j'étais pas spécialement douée. C'est-à-dire qu'on m'a jamais dit ton dessin il est moche. Et ça, je pense que on m'a jamais stoppé. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui influe sur ta vie après. À fond. Parce que si on te laisse, même si c'est moche, mais c'est pas grave en fait. Mais t'as osé. T'as pris ce pli de te lancer dans ton dessin. Les parents, ils l'ont envoyé quand même au truc de concours et tout. T'as reçu un chocolat parce que t'as participé et t'étais contente, tu vois. Ouais. T'as pas gagné, mais tu t'en fous.
on t'a laissé te développer. Et je pense que ça, c'est super important. Et aussi, de pas avoir grandi avec les écrans, ça doit avoir aussi beaucoup joué parce que j'avais mes frères, mes parents, mes amis, et on était dehors, on construisait des cabanes, on se racontait des histoires. Je jouais à Harry Potter tout le temps. J'écrivais des livres quand j'étais petite. Je copiais clairement l'histoire d'Harry Potter parce que j'étais fan, mais je les écrivais quand même avec des alternatives, tu vois. À la place d'être un sorcier, c'était un monteur de dragons parce que j'avais lu un livre sur les dragons. Tu vois, j'étais ouverte, mais aussi j'avais accès à beaucoup de choses. À la lecture, mes parents m'offraient des romans, à une vie sociale, je voyais plein d'autres enfants et tout. Donc je pense que aussi de pas être devant la télé non-stop, ça ouvre des possibilités de ouf. Donc la créativité, elle a toujours été un peu en toi finalement. Oui. Après, il paraît qu'il y a quand même des cerveaux créatifs. D'un point de vue scientifique, j'avais lu un truc comme quoi il y a quand même des cerveaux créatifs et d'autres qui sont beaucoup plus pragmatiques. Mais c'est un muscle comme tous les autres muscles de notre corps qui sont visibles, ça s'entraîne. C'est-à-dire que quand des gens me disent « Ouais, moi, je suis pas créatif », c'est juste parce qu'ils restent dans le carcan de se dire Toi, tu fais si bien, c'est si beau, mais j'ai pas fait aussi bien tous les jours, quoi. Oui. Ça s'apprend. Il faut s'entraîner, il faut oser, il faut se planter. En fait, il faut pas avoir peur de se planter aussi, je pense. Ça permet d'être créatif. Mais combien de shootings j'ai fait où j'ai dû recommencer 4 fois parce qu'en fait, mon idée, ça ne fonctionnait pas. Mais j'essaye. Voilà, donc je pense que ça a toujours été en moi. Et comme tu dis, on vous a laissé faire, parce que c'est vrai que du coup, quand j'y pense, une maman juge, un papa médecin, et finalement 3 enfants dans la créa. Complètement. Et dans le digital. C'est vrai. C'est marrant. Un petit peu moins. Oui, mais qui est quand même clairement dans l'IT aussi. Dans l'IT, ouais, de ouf. Complètement. Et qui vous est complémentaire. C'est marrant de faire ce constat-là quand même. Ouais, peut-être qu'ils avaient tellement pas de temps pour s'occuper de nous qu'en fait on faisait n'importe quoi. Vous développiez déjà vos business quand vous aviez 12 ans. Je rigole avec ma meilleure amie, qui est du coup mon agent aujourd'hui. On faisait du trafic de feuilles Diddle. Donc je pense aussi que le côté business, il a toujours été un peu là aussi, quand j'y pense. Parce que si je pense à mes autres passions, donc trafic de feuilles Diddle, les bagues en perles, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui. On faisait des bagues en perles, mais je les vendais, clairement. Les gens me les achetaient. Et donc, tu faisais déjà de la thune. Mais ouais, je faisais déjà ça avec Amélie, qui était mon agent, qui est aujourd'hui mon agent et celle avec laquelle je travaille plus au quotidien, quoi. C'est fou. C'est marrant. Donc ça a toujours été un peu en nous aussi, le côté business. C'est une chose d'être créatif. C'en est une autre de gérer un business et de développer un business. C'est vraiment 2 choses différentes. Et d'en faire un métier. Et d'en faire un métier carrément, parce que tu peux être super talentueux, avoir plein de bonnes idées et tout, pas pour autant que tu vas bien gérer une entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment... En fait, j'ai un peu de personnalité, je crois. Toujours qu'on est plusieurs dans ma tête, mais je pense que c'est vrai. Faudrait peut-être que quelqu'un m'analyse vraiment profondément un jour. Parce que j'ai d'un côté ce côté artiste un peu fou, mais j'ai quand même ce côté pragmatique aussi, assez terre à terre, assez scientifique aussi. Tu vois, et je pense que le tout fait une bonne balance. Si j'étais uniquement artistique, j'imagine par exemple dans la gestion des équipes, dans le management des équipes, ça se passerait pas comme ça. Hein. Non. Donc, je pense que j'ai développé justement en gardant mes études de droit. Voilà, j'allais dire, c'est peut-être aussi ce côté... 2 compétences tout à fait à la base opposées qui sont bien réunies ensemble, quoi. Après la créativité et après le droit, on va quand même parler aussi des réseaux sociaux. Bah ouais. Parce qu'aujourd'hui, pour toi, les réseaux, c'est plusieurs choses. C'est ton outil de travail. C'est l'endroit où, comme tout le monde, tu scrolles. C'est l'endroit où tu travailles ta créativité. C'est l'endroit où, je pense, tu te sens un peu chez toi. C'est quoi ta relation aux réseaux sociaux ? Comment est-ce qu'une seule chose peut avoir autant de statut dans ta vie ? C'est fou, hein. Et ce qui est fou de se dire, c'est qu'il y a 10 ans, ça n'était rien. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça me permet d'engager 8 personnes. What the fuck ? Il y a toujours eu un truc avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai pas voulu en dépendre entièrement depuis le début. C'est-à-dire que j'ai toujours eu c'est peut-être le côté du coup pragmatique, un peu la sécurité. Je me disais, j'aime bien les choses simples, j'aime bien la sécurité. Donc j'aime bien voyager dans mon esprit, mais j'aime bien quand même qu'il y ait toujours quelque chose qui me rattache à la réalité pour pas tomber trop non plus, quoi. Tu vois, s'il y a un problème. Je pense que justement, les réseaux sociaux, si tu te bases uniquement là-dessus, c'est un peu, genre, limite dangereux. Parce que il y a ce côté avec les réseaux sociaux où c'est un peu amour-haine, quand même, de manière régulière. Ou si c'est vraiment que le centre de ta vie, c'est dangereux. C'est pour ça, je pense que j'ai toujours gardé un blog. C'est pour ça que Atelier Milky, c'est pas que les réseaux sociaux, que c'est aussi du graphisme, que c'est aussi d'autres choses. Pourtant, on pourrait faire que du réseau social. Clairement, on pourrait. Mais il y a ce côté un peu trop risqué parce que il y a beaucoup d'amour et de haine. C'est-à-dire que on va aimer les réseaux sociaux, puis après un moment, en fait, t'as juste envie de plus regarder ton téléphone. Exactement. Parce que t'es overwhelmed. C'est abusé. Donc, je sais pas comment structurer cette pensée parce qu'il y a la consommation privée, la consommation pro, le fait que c'est un métier. Déjà, ce qui est fou, c'est que c'est de mon côté d'y avoir cru
en tant que métier. Enfin, je sais pas à quel moment dans ma vie je me suis dit, bah vas-y, c'est bon. Tout le monde me dit non, mais moi je pense oui. Ouais, tu vois. Enfin, je sais pas ce qui a fait que j'ai osé, parce que même j'avais quitté un peu mon ex à l'époque à cause de ça, parce qu'il croyait pas en moi. Moi, dans ma consommation personnelle des réseaux, ça va être assez compliqué parce que c'est mon petit travail. C'est-à-dire que je travaille sur les réseaux. Je poste, je dois trouver des inspi, que ce soit pour la création de contenu de Milky Way Blue Eyes, mais aussi pour les clients. Donc ça, c'est trop bien parce que les réseaux, ça donne accès à plein de choses qu'on n'aurait pas vues si on était resté dans notre carcan de Namur-Liège. Clairement, on voit que ce soit des paysages, on voit d'autres cultures, on a accès à plein de choses. Mais cet accès à trop d'informations, parfois, il fait aussi qu'on a un peu une génération perdue comme ça. On a tellement accès à des choses que du coup, on sait plus par où aller. Je pense que ça demande beaucoup de personnalité aussi de savoir, moi, je vais dans cette direction-là, j'ai fait des choix. Malgré tout ce que je vois, je fais un choix. Je pense aussi dans la création de contenu, ça devient hyper difficile parce qu'il y a tellement de styles photographiques, de styles artistiques, de styles... on est vite influencé par tout, en fait. Et donc, choisir un style et se dire, moi, mon style de vidéo, ça va être ça, sans être influencé par le reste, c'est aussi méga compliqué. Donc, il y a ce côté un peu où les réseaux sociaux nous perdent personnellement et où, du coup, si on est un peu plus fragile, etc., on a tendance à vite être influencé. Il y a ce côté fake news qui est méga dangereux, je trouve, dans la société de l'information. Et justement, je me dis, pour des personnes qui sont moins bien informées, peut-être moins bien, n'ont pas eu accès à la même éducation, bah en fait, c'est méga dangereux. C'est super influent, en fait. Donc, il y a ça. Et à la fois, c'est tellement de possibilités. Quand les gens disent oui, mais il y a tellement d'influenceurs, maintenant d'agences de com qui font aussi. Quand nous on s'est lancé, il y avait pas beaucoup d'agences qui faisaient ça comme on le fait maintenant. Maintenant, en tout cas en Belgique, aux États-Unis il y a quand même pas mal. Mais en Belgique, quand j'ai créé Atelier Milky, il y avait personne qui utilisait les réseaux pour développer son agence de com. C'était juste vitrine, quoi. Et maintenant, il y en a des centaines, comme les influenceurs, quoi. Et donc, chacun peut un peu créer son métier. Ça, je pense que c'est méga positif parce que dans un monde où on a envie de faire ce qu'on aime, c'est trop bien. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ce que les gens aiment ou bien est-ce qu'ils ont été influencés par d'autres? Tu vois? Ouais, clairement. Parce que, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est ultra passionné par son truc, tu vas te dire, moi j'aime aussi ça parce qu'il a l'air d'aimer tellement ce qu'il fait que moi, vas-y, d'office, je vais aimer. Mais c'est pas spécialement le cas. Donc, je trouve qu'il y a un peu des risques. Et dans ma consommation perso, parfois, franchement, quand on passe toute notre journée, enfin, tu le sais aussi en tant que CM, on passe toute notre journée sur le téléphone. Le soir, je ne peux plus voir mon téléphone. Et mes amis me disent tout le temps, t'es la meuf la plus connectée et déconnectée. Je ne réponds pas à mes amis sur WhatsApp, je ne réponds pas à mes amis sur Instagram. Pourtant, je réponds à mes abonnés toute la journée. Mais en fait, mes amis, fatalement, ne font pas partie de mon travail la journée. Donc, je leur réponds pas. Et puis le soir, je rentre, j'ai plus envie de parler, en fait. J'ai juste envie de faire des câlins à mon chat et de parler à mon mari, de lire un livre, faire autre chose. Je dis pas, j'ai aussi des moments où je vais scroller en des heures, mais en mode néant. Vraiment, mon cerveau, il est déconnecté. Il y a ce côté over-connecté où on a quand même besoin de se déconnecter aussi. De se déconnecter. Bah, en fait, sinon, tu deviens fou aussi. C'est vrai qu'on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés et que c'est vrai que de manière générale, les réseaux sociaux des agences, en tout cas à l'époque, c'est vrai que ça se développe un peu plus maintenant, mais sont pas très fournis. C'est des vitrines et encore pas toujours vraiment mises à jour. Et toi, à contre-courant, tu décides d'engager quelqu'un à temps plein dans l'équipe, moi, qui s'occupe des réseaux sociaux de l'agence. Pourquoi ce choix? À nouveau, prise de risque, je pense. Un mixte entre prise de risque, syndrome de l'imposteur, et je dois prouver des choses aux gens. Et volonté aussi de montrer ce qu'on fait. Enfin, d'un point de vue positif, clairement, je me voyais pas créer une agence orientée sur le développement de son business sur les réseaux sociaux sans être moi-même active sur les réseaux sociaux. Certes, il y avait mon compte d'influenceuse, mais agence, c'était autre chose. Donc pour moi, c'était un peu la vitrine de ce qu'on faisait. Il fallait que nous, on ait une stratégie digitale développée pour que les gens se disent « Ah, elles sont compétentes pour être crédibles. » Et pour partager notre discours de marque, pour se faire connaître aussi, parce que on est un peu arrivé, quand j'ai créé l'agence, on avait des contacts avec le marketing d'influence et tout, mais dans le milieu de la communication, de la publicité et tout, le marketing digital, on était vraiment genre nouvelle, on connaissait personne. Il fallait aussi qu'on montre et qu'on était compétente, je pense. C'est vrai que j'étais engagée à temps plein, alors qu'on avait peut-être une stratège et une graphiste. En fait, j'aurais pu engager plutôt des profils stratégiques directement et pouvoir faire moi-même les réseaux sociaux. Alors clairement, on revient au fait que j'aime bien me simplifier la vie. J'ai aussi la compétence de me dire, j'ai pas le temps de faire tout.
Oui. moi-même et j'ai besoin de Clairement. déléguer. Donc ça, c'est aussi super important. Mhm. Je délègue beaucoup et je me sens encadrée dans une super équipe pour ça. Clairement, c'était un risque. J'ai pris beaucoup de risques au lancement de la boîte, risque mesuré parce que j'investissais Ouais. l'argent que je gagnais en marketing d'influence, mais c'était tellement worth it. En fait, il y avait nos clients qu'on avait dans la boîte, mais si on voulait être actif sur les réseaux sociaux, on s'adressait pas à des clients en fait, Non. on s'adressait à d'autres gens. Ouais. Le but c'était aussi d'amener de l'information à des gens qui n'avaient pas accès à nos À nos services. services. Et aussi d'avoir ce côté conseil, tips, pour à la fois partager nos compétences, mais aussi créer cette communauté autour du marketing digital sur notre compte. Et je pense que ça a fonctionné. En partie grâce à mes risques, mais en grande partie grâce à ton travail que tu fais au quotidien. La e-réputation d'Actuel Milky, on est souvent cité en exemple sur la présence digitale d'une agence, mais c'est parce qu'on travaille comme des fous pour ça. Clairement, ça se Et fait je pas ne tout seul. comprends pas, à l'heure d'aujourd'hui, des agences qui ne font pas ça. Je ne comprends pas. Alors certes, partager des conseils et tout, je peux comprendre. C'est pas obligatoire. Tu vois, je veux dire, ça Ouais. c'est un truc en plus. On va donner de l'information qui est gratuite parce que c'est notre cible aussi, parce qu'on a des produits digitaux et tout en plus. C'est pas le cas Ouais. de toutes les agences. Mais au moins partager tes projets, partager le quotidien de l'agence, faire parler de l'agence. C'est clair. Il faut quoi. Quand on voit Google, c'est en chute libre, le SEO, les gens vont plus sur Google. Mais en fait, les gens vont te connaître comment ? Voilà, sur les réseaux Sur sociaux. les réseaux. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je vois que ça commence à un peu changer. Il y a de plus en plus d'agences, on va dire traditionnelles, qui se prennent Oui. le pli, mais elles s'engagent quand même pas quelqu'un à temps plein pour le faire. Hein. Souvent, c'est la stagiaire, quand elle est là pendant 3 mois, vas-y, tu vas faire les réseaux de l'agence. Mais c'est fou, je trouve. Trop dommage. Moi, c'est super important. En fait, c'est notre vitrine. Quelqu'un qui veut se développer sur les réseaux, il va aller voir ce qu'on fait. C'est sûr. C'est un réflexe naturel. T'engages quelqu'un pour faire tes réseaux, mais tu vas d'abord aller voir les réseaux de cette personne, en fait, Complètement. pour voir ce que ça donne. Et Complètement. bon, moi, c'est pas moi qui vais te contredire. Hein. Bah non. Social Kids, on veut le concept un peu comme un terrain de jeu. Tu le sais, ce sera un peu la cour de récré de l'agence. Donc, on va aussi un peu jouer. Ok. On a 2 petits jeux. Le premier, on a appelé touche-touche. C'est très simple. Tu dois juste me répondre du tac au tac. Alors, c'est parti. Droit ou marketing? Mais ouais. Il faut vraiment choisir. Mhm. Ok, marketing. Créativité ou stratégie? C'est que du piège. Créativité. Organique ou influence? Organique. Agence digitale à Bruxelles ou maison d'hôte en Italie? Les deux, c'est pas possible. Actuellement, agence digitale à Bruxelles. Bruxelles ou Rome? Rome. Désolée. Spritz ou Prosecco? À Sprint. On va finir l'épisode avec le deuxième petit jeu. C'est le jeu du petit poisson rouge. Dans la cour de récré, tu peux traverser la mer Rouge à certaines conditions. Je vais commencer une phrase et je te laisse la terminer. Réussir dans le monde de l'entrepreneuriat à condition de... Oh ouais, c'est un sujet de mémoire. Réussir dans l'entrepreneuriat à condition d'oser et de bien s'entourer. Je pense que on n'en a pas beaucoup parlé dans ce podcast, mais l'entrepreneuriat, c'est pas juste soi et soi-même. C'est hyper important de se confronter. Oula, l'accent liégeois, il est sorti Il de est revenu pour la fin. très 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 loin. De se confronter aux autres et de pas être en mode moi je fais ça comme ça. Que ce soit dans la manière dont on va travailler, donc s'inspirer des autres, écouter les autres, analyser ce que les autres disent pour après se faire un avis propre. Mais que ce soit aussi dans la manière avec les personnes avec lesquelles on va travailler au quotidien. Accepter qu'on n'a pas toutes les compétences et qu'il y a des gens qui vont faire mieux que soi. Voilà, donc hyper important de s'entourer de bonnes personnes. Et bien évidemment, les conseils et tout, tout le monde en donne tout le temps. Savoir faire le tri et être ouvert à écouter, en tout cas, tout ce qui vient. Et puis oser, je pense Ouais. que là, si on n'a pas compris qu'il faut aller oser à la fin de ce podcast, Clairement. c'est le maître mot. Ça répond bien, j'ai traversé Ouais. la mer Rouge, ouais. Ouais, t'as traversé la Ok. mer Rouge. Trop cool. Merci. Je sais qu'ensemble, on pourrait parler de réseaux sociaux et de créativité pendant des heures, puisque c'est ce qui nous anime toutes les deux. Mais on va en rester là aujourd'hui. De toute façon, on te retrouve sur de prochains épisodes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Social Kids. Merci et ciao. Ciao!